Mesdames et messieurs, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, bienvenue sur Avis d'expert. Ici, nous croyons qu'il n'y a pas de hasard dans le savoir, seulement des chemins d'expérience. Notre monde évolue vite, parfois trop vite, les repères changent, les métiers se transforment et les vérités d'hier deviennent les questions d'aujourd'hui. Alors, pour mieux comprendre ce monde en mouvement, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent ce monde. Des experts, des femmes, des hommes de terrain surtout, porteurs d'idées, d'innovation et de conviction. Car s'il est vrai que la connaissance est un pouvoir, le partage, lui, est une force. Et c'est cette force que nous mettons en lumière ici dans Avis d'expert. Aujourd'hui, nous recevons un jeune qu'on peut appeler expert de son domaine. Après son bac ici au Mali, il se dirige vers les États-Unis pour ses études universitaires. Et par un pur hasard, il tombe sur une activité qui lui rapporte un peu plus que ceux qui sont déjà diplômés et qui travaillent dans le domaine qu'il est en train d'étudier. Ensuite, il décide de s'y engager, mais après échec et apprentissage, il devient un expert du domaine, effectivement, et il s'agit de Hamadi Amirou Touré. Prenez place, ouvrez vos esprits, l'heure est à la réflexion éclairée. Hama, bonsoir et merci de nous accorder ce privilège de ta présence. Bonsoir Seyo, comment vas-tu? Je vais bien, merci, et toi-même? Je tiens d'abord à remercier ton audience pour le temps accordé. Ok. Et dans ta présentation, tu as déjà tout dit. Est-ce que je dois dire quelque chose d'autre encore? Non, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de toi aujourd'hui et on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de finances modernes, un univers en pleine mutation. C'est vrai que ailleurs, ce n'est pas une innovation, une nouveauté, mais dans notre environnement, il faut reconnaître que c'est encore nouveau. Nous sommes en train de tendre vers un peu cette innovation financière, la crypto-monnaie, les fintech, le marché financier, le trading, j'en passe. Voilà. Alors, ma première question d'abord. Qui est Hama? C'est vrai que je t'ai présenté, mais on veut réellement savoir qui tu es. Parce que moi, je te connais, mais les Maliens ne te connaissent pas. Et souvent, quand on parle de toi, certains sont impressionnés parce que je sais que tu es assez humble, tu n'aimes pas trop parler de toi. Mais aujourd'hui, on veut découvrir qui est réellement Hama. Donc, comme tu l'as dit au début de la présentation, mon nom est Hamadi Amirou Touré. Okay. Je suis un jeune Malien qui a eu quand même la chance d'aller étudier aux États-Unis pour faire ses études. Après, j'ai décidé de retourner au Mali ici pour essayer de chercher mon chemin. Okay. Aujourd'hui, je suis un analyste financier, Okay. un trader, Okay. un entrepreneur. Okay. Et je suis surtout le fondateur de l'une des plus grandes communautés de trading ici au Mali, au nom de Halal Winning Team. Merci beaucoup. D'accord. Alors, c'est quoi le trading? C'est quoi le trading? En français facile. Nous, on veut comprendre. Parce que, voilà, trading, il y a des mots complexes, mais en français facile, c'est quoi? Oui. Pour l'expliquer, surtout pour une audience, j'ai l'habitude de prendre un exemple de quelqu'un qui a voyagé dans le monde. Par exemple, si tu quittes la France, tu décides de venir à Bamako, tu as des zéros entre les mains, tu décides de les échanger. Maintenant, tu peux aller au grand marché, tu peux aller à la banque pour échanger. À partir de l'instant où tu échanges ton argent de l'euro en francs CFA, tu viens de participer au marché du Forex. Okay. Ça, c'est la façon la plus simple pour l'expliquer. Okay. Et maintenant, nous, en tant que traders sur les marchés financiers, nous, on a accès à beaucoup de ressources qui nous permettent de participer à ce marché sans avoir à aller dans le grand marché échanger. Sinon, il n'y a vraiment aucune différence entre un trader professionnel sur les marchés financiers et quelqu'un qui se met devant une banque et essaie de changer de l'argent. Ok. Donc en français facile, ce n'est que de l'échange de monnaie. Échange de monnaie, oui. Échange de monnaie. C'est tout ce que ça veut dire. Alors tout à l'heure, je t'entendais parler de Forex. C'est quoi le Forex? Le Forex, ça, c'est le marché des devises. Ok. Et c'est ça le Forex. Le Forex, ça, c'est le marché des devises. Okay. C'est ça l'échange de monnaie. Ok. Mais le trading, on peut faire le trading sur le marché des stocks. Quelqu'un qui achète des actions et revend ses actions. D'accord. On peut être sur le marché de l'or, sur le marché de l'argent. Okay. Mais spécifiquement, quand on parle de Forex, on parle du marché des devises. Ok, comme à la bourse, etc. Tout ça, c'est du trading. Mais toi, j'ai même souvent l'habitude de t'entendre parler, dire que tu es un spécialiste du Forex. Forex, oui.
Je suis un spécialiste du Forex parce Ok. que j'ai étudié les différentes monnaies, Ok. les différentes économies dans le monde. Ok. Et ça me permet de savoir quand est-ce qu'une monnaie va prendre de la valeur ou pas. Ok. Et c'est ce qui me permet d'acheter ou de vendre. Ok. Et comme je le disais, la différence entre moi et quelqu'un qui est au marché, Ok. c'est que si tu amènes des zéros, par exemple, tu essaies de l'échanger Ok. au niveau du marché, la personne peut décider de prendre ça avec toi, peut-être 1 euro à 600 francs, et décider de revendre ça à 650 francs. Ok. Donc, il fait une marge de 50 francs de bénéfice. D'accord. Mais moi, par contre, au lieu de me contenter seulement de 50 francs de bénéfice, je peux savoir si l'euro va prendre de la valeur, et en fonction de ça, je peux l'accumuler Ok. et attendre le moment propice afin de le vendre beaucoup plus cher. D'accord. Et donc, cette étude-là, cette façon de voir le marché, de l'étudier, de le comprendre, de savoir quand est-ce que ça va prendre de la valeur ou descendre, c'est ce qui fait la différence entre moi et quelqu'un qui se trouve au grand marché. D'accord, je comprends bien. Merci bien. Alors, je sais que toi, tu as débuté aux États-Unis. Ouais. Mais pour quelqu'un qui est au Mali, pour toi, quelles sont les difficultés en se lançant? Pour être honnête, je me considère très chanceux d'ailleurs, parce que l'année où j'ai découvert le trading, j'étais aux États-Unis et c'était vers les années 2015-2016. En son temps, il n'y avait pas beaucoup de ressources ici en Afrique. Toutes les bonnes informations étaient en anglais. Ok. Bon, en Afrique, si on prend l'Afrique du Sud, il y avait quand même quelques traders qui étaient là-bas. Mais aujourd'hui, ils sont considérés comme des charlatans parce qu'ils étaient en train de vendre beaucoup plus de rêves que de réalité. N'est-ce pas? Donc moi, j'ai eu accès à des ressources. Mais aujourd'hui, étant au Mali, il y a beaucoup de traders dans la sous-région, en France, dans les zones francophones. Et donc, avec Internet aujourd'hui, c'est vraiment possible pour quelqu'un qui part de zéro, essayer de se faire un chemin dans notre industrie. D'accord, ça marche. Alors, maintenant, ça fait déjà quelques années que tu es revenu au Mali, tu as ta communauté. Voilà, je suis sûr que tu as fait ton petit diagnostic de l'environnement. Selon toi, quelles sont les principales erreurs que font les jeunes débutants en trading au Mali? Bon, il y a beaucoup d'erreurs que les jeunes traders font ici au Mali. Dans notre industrie, il y a ce qu'on appelle la chance du débutant. Dans la chance du débutant, quelqu'un peut décider, par exemple, aujourd'hui, d'ouvrir un compte de trading, mettre de l'argent dedans, prendre des positions de façon aléatoire et se retrouver à faire des millions sur le marché. Et il pense que cette chance, il va catégoriser sa chance de compétence, alors que ce n'est pas vrai. Et donc, si tu ne fais pas le bon diagnostic, tu vas être là en train d'apprendre à trader pendant 5 ans en te concentrant sur ces premiers gains que tu as eu à faire, en pensant que tu connais quelque chose, alors que ce n'est pas forcément vrai. Et si tu avais fait le bon diagnostic, tu allais savoir que c'était juste la chance du débutant et tu es obligé de chercher les bonnes ressources afin de te former pour que tu puisses avoir des résultats positifs sur le marché. Matter of fact, il n'y a que 5% des traders qui sont rentables dans l'industrie. Et donc ces stats-là, la raison pour laquelle ces stats passent inaperçus, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le biais de... Comment on appelle ça? On appelle ça le biais de survivorship. Et pour le comprendre, je vais donner un exemple. On prend un jeune de 22 ans qui devient multimillionnaire. Quand tu le regardes, tu dis, ah ouais, lui, il a fait beaucoup d'argent. Mais avant de savoir comment il a fait pour gagner, mais tu ne sais pas comment il a gagné son argent. Maintenant, à partir de l'instant où il t'explique qu'il a joué à la roulette russe et pour gagner son argent, tu vas commencer à te poser des questions. Parce que ceux qui ne connaissent pas la roulette russe, c'est qu'on te donne un pistolet, tu mets ça sur ta tête et tu tires. Si ça ne te tue pas, il y a une seule balle dedans. Sur 10 tours, si ça ne te tue pas, on te donne de l'argent. Mais si ça te tue, tu perds ta vie. Combien de personnes vont décider de se faire tuer par ça? Now, lui, par exemple, ce jeune qui a gagné des millions peut aller faire 3 tours de roulette russe. Et il se retrouve à faire des millions. Et quand il sort, quand il revient, il explique aux gens, ah ouais, j'ai gagné de l'argent, j'ai fait ça 3 fois, je sais que c'est facile. Pour le faire, il suffit seulement de clapper tes mains 3 fois. Il va se trouver des raisons qui lui ont permis de devenir riche, alors que c'était du pur hasard. C'était du pur hasard. Il n'y a pas une logique derrière. Il n'y a pas de logique derrière. Now, si tu prends lui son cas et tu prends le cas de beaucoup d'autres personnes qui sont mortes, tu ne vas jamais voir un success story de ceux qui sont morts. Tu vas juste voir le success story de celui qui a pu faire de l'argent. Et notre industrie vraiment souffre de quelque chose comme ça. Des jeunes Africains qui se font de l'argent sur le marché, mais qui ne savent pas réellement comment ils ont fait pour réussir. Ils utilisent leur exemple comme des modèles pour essayer d'enseigner d'autres personnes. Et toi qui es dans l'industrie, si tu ne fais pas vraiment attention, tu peux te retrouver du mauvais côté du spectrum et tu vas faire des années dans l'industrie sans avoir des résultats réels. D'accord. Alors, si je comprends bien, pour toi, c'est vraiment acquérir de la connaissance, l'élément, le risque d'erreur des jeunes.
Alors, je pense que tu as parlé au début de ressources. Donc, les ressources aujourd'hui, on a les livres, on a les chaînes YouTube, on a les formations. Et pour toi, concrètement, par quoi est-ce qu'un jeune doit débuter? Aujourd'hui, de nos jours, un jeune, pour commencer à t'intéresser au marché du Forex, il faut d'abord commencer par les ressources gratuites qui te sont accessibles. Okay. Donc, YouTube est une très bonne source d'information. D'accord. On a également Google qui peut t'aider. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut aider beaucoup de personnes à débuter dans le trading. D'accord. Il suffit de rentrer dans ChatGPT, pose-lui des questions. Qu'est-ce que c'est que le trading? Comment on fait pour apprendre le trading? Il va te donner des ressources qui ne sont pas suffisantes pour faire de toi un trader rentable. Okay. Mais c'est déjà un point de départ pour toi, pour savoir dans quoi tu es en train de t'engager. Okay. Maintenant, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui préfèrent avoir des experts qui sont devant eux pour les apprendre quelque chose. Okay. Comme il y a des gens qui sont des autodidactes, qui arrivent à avoir des ressources en ligne et arrivent à se former de façon autodidacte. Okay. Now, je préfère le deuxième cas. Les gens qui prennent le temps de s'informer d'abord, faire des recherches. À un moment donné, ils vont réaliser que ce qu'ils savent n'est pas suffisant. Ce qu'ils savent n'est pas suffisant et qu'il faut une formation de qualité. Okay. En ce moment, ces gens seront vraiment ouverts à prendre des formations de qualité et ils vont payer le prix pour le faire. Okay. Mais si vous vous contentez seulement d'être quelqu'un qui s'assoit seulement à attendre, ah non, j'ai besoin d'un formateur, et s'il n'y a pas de ressources disponibles pour vous, vous n'allez pas faire les efforts nécessaires là pour essayer d'acquérir ce que vous pouvez avoir comme ressources en ligne. D'accord. Ok. Alors, déjà, faudrait-il avoir un diplôme ou être fort en mathématiques? Beaucoup nous parlent de mathématiques quand on parle de trading. Est-ce qu'obligatoirement il faut être bon en mathématiques ou bien il faudrait forcément avoir un diplôme pour être un trader? Non, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un diplôme pour être un trader de Forex, okay. Mais on a besoin d'une formation de qualité. D'accord. La mathématique n'est pas nécessaire pour devenir un trader rentable. Okay. Matter of fact, pour être un trader rentable, il faut plutôt être un être rationnel et logique. Okay. Les gens qui sont rationnels et logiques ont plus tendance à faire beaucoup plus d'argent sur le marché que les gens qui sont intelligents mais qui ne peuvent pas prendre des décisions rationnelles. Okay. Parce que notre industrie, c'est une industrie qui demande beaucoup d'émotions. Okay. C'est facile de dire, ah, je prends une position, mais quand tu te retrouves sur le marché à perdre à peu près 3-4 millions de francs CFA en temps réel, que tu vois le marché en train de te faire perdre de l'argent, combien de personnes sont capables de résister, de se maintenir et ne pas fermer leur position pour ne pas accumuler des pertes. Et quand tu commences à faire des gains astronomiques également, toi, tu n'as jamais fait 1 million de francs CFA dans ta vie, tu commences à voir le marché monter dans son sens, alors que la stratégie que tu as développée te dit qu'il faut quitter le marché quand tu vas faire 3 millions de bénéfices. Mais une fois que tu vois 1 million, tu commences à réfléchir, tu commences à rêver. Au lieu de rester patient, à attendre que le marché arrive à bon port, tu décides de retirer ton argent. Et si tu as une approche comme ça, si tu n'es pas un être qui est rationnel et logique, tu vas vraiment durer sur ce marché sans faire de l'argent. Mais l'intelligence et les mathématiques ne sont pas un prérequis. Il faut être quelqu'un qui sait lire. C'est surtout la lecture. Comprendre ce qui se passe dans le monde, pourquoi une telle économie est en train de prendre la valeur, pourquoi je dois investir sur l'euro, pourquoi je dois investir sur le dollar américain, pourquoi il faut se débarrasser du yen japonais. Ça a beaucoup plus à voir avec la lecture que l'actualité économique. L'actualité économique. Ouais. Donc, c'est des études dans ce sens qui peuvent t'aider, mais pas forcément un diplôme. Pas forcément les mathématiques. Ah, d'accord. Ok, là, tout de suite, en parlant, tu parlais de pertes. Oui. Donc, moi, je vais savoir, parlons un peu pertes. Parce que c'est une activité comme toute autre activité. La même manière, on peut gagner, on peut aussi perdre, même beaucoup perdre même. Parle-nous un peu de ton expérience de perte. Est-ce que tu as à perdre de l'argent? Et ensuite, quel conseil tu donnerais à un débutant à avoir comme réaction face à une perte? Oui. Ma plus grande perte sur les marchés financiers, c'était en 2024 ou fin 2023. Fin 2023, je crois. Et là, j'avais perdu à peu près $8,000 comme ça. Mais c'était par ego. Et je me rappelle encore de l'histoire. J'étais en train de trader et on était dans la communauté. J'ai partagé un setup avec les membres de la communauté. Et je voulais acheter une paire de devises qui s'appelle JPY. En son temps, je pensais que le yen était en train de s'affaiblir. Et j'ai fait des analyses et j'ai dit aux gens d'acheter le yen. Et on a un autre membre qui a dit non, il ne faut pas acheter le yen. Il pense que le yen va couler. Mais il avait fait une analyse purement technique et non fondamentale. Et moi, je mets beaucoup d'accent sur l'analyse fondamentale. Et donc, étant en train de prendre le trade, on a pris une première position, j'ai perdu $2,000. J'ai dit aux gens, non, positionnons-nous encore parce que je sais que ce marché va partir à la hausse. Il nous a prévenu en nous disant, non, ne le faites pas, je pense que ce marché va chuter. J'ai dit, bon, ok, on divise le groupe en deux. Ceux qui sont de mon côté, nous, on va acheter. Ceux qui sont de son côté,
vous devez vendre. Et si tu ne veux pas prendre part aussi, il faut laisser. Et là, le marché est parti contre nous. J'ai perdu 2000, 4000, 6000 à 8000 dollars. J'ai fermé ma position en me disant, bon, ok, j'accepte de prendre cette perte-là. Okay. Mais en temps normal, je ne perds jamais plus de 2000 dollars sur une seule position. Okay. Et j'ai manqué d'humilité. Okay. Je le reconnais aujourd'hui que j'ai manqué d'humilité. Il me fallait faire un peu de recherche seulement pour comprendre que je n'avais pas raison. Okay. En son temps, il y avait des informations qui étaient sorties que j'avais négligées, mais qui jouaient un rôle très important dans le déroulement du trade qu'on avait eu à prendre. Le yen, au lieu de se renforcer, avait chuté. Okay. C'était dû à des trucs qui se passaient aux États-Unis. Et ça, c'est des informations que je ne connaissais pas. Et réellement, c'est pas que c'est quelque chose que je connaissais, mais que j'ai négligé. Je ne savais pas. Je ne savais pas que ces genres d'informations avaient un impact sur le marché. Et donc, à cause de ça, ça a affecté ma position. Je n'ai pas été ouvert à essayer de comprendre ce qui se passait. Je suis resté sur ma position jusqu'à ce que j'ai perdu beaucoup d'argent. Ensuite, j'ai dit non, c'est bon, je ne vais pas perdre plus que ça. Okay. Et c'est après que je suis parti m'informer. Okay. Now, s'il y a une leçon à tirer de ça, et un conseil que je donne à quelqu'un qui est dans l'industrie, qui commence à faire de l'argent, qui commence à perdre de l'argent, il faut apprendre à couper les pertes. Quand ton plan de trading te dit arrête de trader, il ne faut pas faire plus que ça. Parce que le marché sera toujours là. Demain matin, tu vas trader. Après demain matin, tu vas trader pendant les 15, les 20, les 30 prochaines années. Mais si tu perds tout ce que tu as aujourd'hui à cause d'une seule position, il y a un problème. Ça veut dire que tu n'es pas vraiment prêt pour être quelqu'un qui va faire de l'argent dans cette industrie. Okay. Et notre industrie, de la même façon dont on gagne de l'argent, on perd de l'argent. Okay. Mais le plus important, c'est de gagner plus que ce que tu perds. C'est ce qui fait un trader rentable sur le long terme. Okay. Alors, ton intervention me renvoie à deux questions. La première question, c'est quand est-ce que l'industrie même te démontre qu'il faut arrêter le trade? En général, tous les traders ont des plans de trading. Okay. Par exemple, je peux avoir un portfolio de 100 millions de francs CFA tout de suite, okay. mais je me dis qu'il y a des pertes journalières que je ne peux pas dépasser. Okay. Donc, je prends une position aujourd'hui, je me dis, ok, si je perds de l'argent, c'est vrai que j'ai 100 millions dans mon compte, okay. mais je ne vais pas perdre plus de 1 million aujourd'hui. Okay. Donc, si je rentre sur le marché, je prends une position, je perds de l'argent, disons que j'ai perdu 500 000 francs, je peux prendre d'autres positions sur le marché, mais à partir de l'instant où mon seuil de 1 million est atteint, je dis ma journée de trading est terminée. C'est une journée de perte pour moi. Je quitte le marché et je reviens le lendemain. Donc, chacun doit connaître son seuil parce qu'il y a des gens qui peuvent se permettre de perdre 1 million, comme il y a des gens qui peuvent perdre 10 millions, ce n'est pas leur problème. Il y a des gens, même s'ils perdent 50 000 francs, ça leur fait très mal. Donc, tu dois connaître ton seuil. Tu dois savoir quand est-ce que tu dois quitter le marché avant que ça ne touche tes émotions et te mettre dans une perspective où tu essayes de faire du revenge trading. Le revenge trading, c'est quand tu perds de l'argent, tu essaies de le rattraper le plus vite possible en te disant non, si j'ai perdu de l'argent en vendant, maintenant il faut l'acheter, je vais récupérer au moins ce que j'ai perdu. Donc tu dois connaître ce seuil-là. Une fois que le marché te fait perdre de l'argent, arrivé à ton seuil, tu dois t'arrêter de trader, tu fermes ton ordinateur, tu passes à autre chose. Demain, tu reviens sur le marché avec de nouvelles opportunités. Ça me renvoie un peu aux indicateurs de performance. Donc tu as ton plan, il y a des indicateurs, il y a des seuils que tu dois obligatoirement respecter toi-même dans ton plan. D'accord. La deuxième question vers laquelle ça me renvoie, tu as parlé également de recherche fondamentale et recherche technique. Oui. Tu peux nous expliquer en profondeur? Ok. Il y a une analogie que j'ai l'habitude d'utiliser. On prend un éléphant, on amène trois aveugles. Et les trois aveugles, on prend leurs mains, on dépose ça sur des parties de l'éléphant. L'un va toucher la corne, l'autre va toucher la trompe, l'autre va toucher le ventre. Et on demande à ces trois aveugles-là, qu'est-ce que c'est qu'un éléphant? Chacun va donner son explication. L'un va potentiellement dire que ça ressemble à un serpent parce qu'il a touché la trompe. Celui qui touche le ventre va dire que c'est potentiellement un mur. Celui qui a touché la corne va dire autre chose. Et les trois, on leur dit et ils vont se battre. Chacun va essayer de défendre son niveau en fonction de ce qu'il a touché. N'est-ce pas? Mais alors qu'en vérité, l'éléphant, c'est un ensemble de tous ces composants-là. Et donc, sur les marchés financiers, on a trois types d'analyse. On a l'analyse sentimentale, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Il y a des gens qui pensent que l'analyse technique est suffisante pour être un trader rentable, comme il y a des gens qui utilisent seulement l'analyse fondamentale pour être rentable. Il y a des gens aussi qui utilisent l'analyse sentimentale pour être rentable. Now, la différence entre ces trois types d'analyse, je vais les expliquer. L'analyse technique consiste à étudier le passé. Et regarder le marché pour tel qu'il est, les performances du passé pour essayer de prédire le futur. Je donne un exemple. Si tu regardes, il y a des niveaux que le marché rejetterait généralement. On va prendre l'exemple sur l'or. Si l'or atteint par exemple 200 000 francs, et à partir de 200 000 francs, l'or commence à chuter,
ça chute de 200 000 francs, ça vient jusqu'à 100 000 francs. Le niveau de 200 000 devient une zone de mémoire pour les gens qui ont l'habitude d'acheter l'or. Ils se disent que si l'or atteint 200 000 francs, il y a une très forte probabilité que l'or commence à chuter. Parce qu'on a vu ça dans le passé. Donc, ils se préparent pour ça. Quand l'or commence à s'approcher de 200 000 francs, ces gens vont commencer à se débarrasser de l'or. De la même façon, vers le bas, si 100 000 francs était un niveau où les gens ont l'habitude d'acheter l'or, chaque fois que l'or vient à 100 000 francs, ces gens vont acheter l'or. Donc, la seule information dont ils disposent, c'est que l'or a l'habitude de pousser et partir à la hausse à partir de 100 000 francs. Ça, c'est une façon simple d'expliquer l'analyse technique. Tu étudies le passé, tu regardes les patterns qui sont répétitifs, tu essaies d'anticiper ce qui va se passer. Now, dans la vie de tous les jours, on peut appliquer ça dans la période de l'année scolaire. On a, par exemple, au mois de septembre, on sait tous qu'au mois de septembre, on a la reprise scolaire. Et donc, si tu veux chercher des sacs pour enfants, des sacs d'écoliers, tout ce qui concerne les fournitures scolaires, c'est pendant le mois de septembre que tu vas l'avoir ici au Mali. Donc, tu te prépares pour ça. On appelle ça la saisonnalité. C'est une saisonnalité. Tu peux prédire ça. Tu as la facilité de prédire ça. N'est-ce pas? Donc, tu peux faire des investissements en ce sens-là et attendre cette période. Mais tu n'es pas garanti que l'année prochaine, ça va être forcément la même chose. On peut avoir des problèmes. Par exemple, les frontières peuvent être fermées et tout ça. Mais si toi, tu n'es pas conscient de toutes ces informations, tu vas prendre de l'argent, tu vas essayer d'acheter des trucs. Par exemple, en Chine, tu vas acheter des fournitures scolaires, essayer de les amener au Mali, dire que tu vas vendre. Mais si on est par exemple en guerre, rien ne peut rentrer, tu viens de jeter ton argent par la fenêtre parce que tu as négligé des facteurs que tu ne connaissais pas. Et donc les gens qui font l'analyse fondamentale, eux, ils sont conscients de ces facteurs qui arrivent, qui vont empêcher au passé de se répéter. Donc si tu veux, l'analyse technique, c'est comme si tu regardes le rétroviseur. Et l'analyse fondamentale, c'est comme si tu regardes devant toi. Donc les gens qui utilisent l'analyse fondamentale pensent que c'est impossible de prédire le marché sans savoir ce qui arrive. Tu as besoin d'informations factuelles qui te disent que le marché va prendre la valeur. Alors que ceux qui font l'analyse technique te disent que non, tu n'as pas besoin de connaître le futur. Tu regardes juste la répétition de l'histoire. L'histoire a toujours tendance à se répéter. Donc, un cas d'exemple d'analyse fondamentale qui est très très intéressant, que j'ai l'habitude de mentionner, c'est la guerre en Ukraine. Quand on regarde un peu la guerre en Ukraine, vers février 2022, comme ça, la Russie a essayé d'attaquer l'Ukraine. Donc, sur les marchés financiers, on a trois devises spécifiques qui ont tendance à prendre de la valeur durant ces périodes-là. On a le yen japonais, on a le dollar américain et on a le franc suisse. Ces différentes devises sont considérées comme des devises de refuge. Les investisseurs ont tendance à les acheter quand il y a des problèmes. Pour le dollar américain, c'est un cas très spécifique parce que c'est la première puissance mondiale. Ils ont une politique économique très très stable. Et les gens savent que s'il y a des problèmes dans le monde, mieux vaut aller déposer ton argent en Amérique que d'essayer de le garder dans ton pays. Et donc, le dollar américain a tendance à se renforcer. Le yen est un cas particulier. Le yen, les gens ne vont pas déposer leur argent au Japon parce que le Japon est un pays qui est stable. C'est pas ça. Ils vont déposer leur argent et ils vont aller prendre des dettes au Japon. Pour le Japon, c'est la dette. Parce que depuis 2016, le Japon a amené ses taux d'intérêt en négatif. Donc, je donne un exemple. Si tu es par exemple un Malien et que tu veux investir ici au Mali, au lieu d'aller prendre des dettes dans une banque ici au Mali, on te dit de payer jusqu'à 6%, 10% d'intérêt. Tu vas aller prendre une dette au Japon, pratiquement à 0%. Tu reviens, tu investis dans ton pays. Tu fais 10%, 15%. À la fin de l'année, tu vas rembourser tes dettes. Maintenant, quand tu te retrouves dans une situation où on a une tension géopolitique, où on a des problèmes dans le monde, les investisseurs, les investisseurs vont d'abord penser à protéger leur capital. Et en faisant cela, ils vont penser à rembourser tout ce qui est dette. Donc, ils vont retirer leur argent des marchés financiers et aller rembourser leurs dettes au Japon. Donc, quand tout va bien dans le monde, on va prendre des dettes au Japon parce qu'on va l'investir dans les pays émergents. Donc, en partant prendre la dette au Japon, on achète le yen et en quittant le Japon, on va l'échanger à notre monnaie. Donc, ce qui fait que le yen chute. Maintenant, quand il y a un problème, les gens retournent rembourser leurs dettes. En partant rembourser ta dette, tu as besoin du yen japonais. Donc, tu es obligé d'acheter le yen japonais pour aller rembourser tes dettes. Donc, le yen va se renforcer. Donc, le dollar américain se renforce, le yen japonais se renforce. C'est la même chose en Europe là-bas. En Suisse, les gens vont préférer aller acheter le franc suisse. Et on a trois devises spécifiques qui perdent de la valeur quand on est dans une tension géopolitique, comme le dollar australien, le dollar néo-zélandais et le dollar canadien. Le dollar canadien est un peu relié à peu près au pétrole. Leur économie dépend du pétrole parce qu'ils vendent plus de 3 millions de barils de pétrole aux États-Unis tous les jours que Dieu fait. Tu vois. Donc, quand on est dans une tension géopolitique, le dollar australien, le dollar néo-zélandais et le dollar canadien ont tendance à perdre de la valeur. Donc, si tu es conscient de ces choses-là et on a une crise, tu sais où il faut aller mettre ton argent, tu peux anticiper ces différents mouvements. L'or est une exception. L'or aussi prend de la valeur quand on est dans des tensions géopolitiques. Actuellement, si vous observez, l'or ne fait que monter depuis 2020.
Donc, l'or aussi, chaque fois qu'il y a des tensions dans le monde, l'or continue à prendre de la valeur. Et donc, nous, en tant que traders, on sait, quand ce genre de choses-là arrivent, on sait comment les anticiper. Donc, on revient dans notre exemple de l'Ukraine. Donc, quand la Russie a décidé d'attaquer l'Ukraine, on a vu que les différentes devises ont commencé à chuter, mais il y a des devises qui ont commencé à se renforcer, comme le yen japonais, le dollar américain et le franc suisse. Et toute personne qui avait de l'argent, qui savait que la France même se trouve seulement à 3 heures de l'Ukraine, sait que l'Union européenne vient d'être attaquée, les Européens ont décidé de fermer, ils ont eu des problèmes avec la Russie, l'Allemagne n'est plus servie par la Russie avec le gazoduc, alors que l'Allemagne représente la plus grande économie de l'Union européenne. Et tout ce qui affecte l'Allemagne va forcément affecter l'euro. Donc l'euro était condamné à chuter, le dollar américain était condamné à partir à la hausse. Donc si tu étais conscient, tu allais te débarrasser de l'euro pour acheter le dollar américain. Et quand tu regardes sur le marché, c'est exactement ce qui s'est passé. Dès qu'on a entendu que la Russie est rentrée en Ukraine, les investisseurs se sont débarrassés de l'euro et le dollar américain a commencé à se renforcer. Et donc nous, en tant que traders, on pouvait prendre position sur ces genres de positions-là. Non. Et si tu audites aussi l'histoire, c'est exactement la même chose qui s'est passée en 2014 quand la Russie a pris la Crimée. C'était exactement le même scénario. Donc, si tu étais conscient, tu savais ce qui s'est passé sur le marché, tu allais faire de l'argent de façon très facile et de façon très simple. Mais là, encore une fois, si tu ne comprends pas l'analyse fondamentale, tu ne peux pas essayer d'anticiper ce genre de mouvement. Donc, l'analyse fondamentale me permettait de participer à ce genre de mouvement et de pouvoir faire de l'argent sur le marché. Maintenant, il y a ensuite, j'ai parlé d'analyse sentimentale. L'analyse sentimentale est une combinaison de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale. Parce que le marché n'est pas très souvent rationnel. Souvent, le marché, on peut avoir une nouvelle économie qui est censée et le marché devrait normalement réagir d'une certaine façon, mais le marché fait exactement le contraire. C'est pourquoi on dit qu'un bon trader doit savoir quitter le marché. Si le marché ne le montre pas ce qu'il veut voir, tu dois être capable de quitter le marché parce que tu comprends que le marché n'est pas forcément rationnel. Et donc, tu dois être capable de lire le sentiment des investisseurs, savoir est-ce qu'ils sont en train de traduire la même information au même niveau que toi, est-ce qu'ils sont en train de partir dans ton sens. C'est pourquoi les gens qui font l'analyse sentimentale aussi se disent que non, l'analyse fondamentale n'est pas importante. Si elle était importante, souvent, le marché agit de façon irrationnelle. Tu peux bel et bien connaître la direction du marché fondamentalement, mais le marché fait exactement le contraire de ce que tu penses. Donc, eux, ils estiment que seul le sentiment des investisseurs peut te donner la direction du marché. Donc, on a ces 3 catégories de personnes qui sont là. Si vous les mettez à une table, chacun va essayer de défendre son côté. Les 3 ont raison. Mais un trader professionnel sait comment lire les 3. Et c'est en fonction de ça que tu peux avoir un taux de réussite très très élevé sur le marché financier. D'accord. Donc, en résumé, toi, tu fais les 3. Je fais les 3, oui. D'accord, ça marche. Alors, en me baladant un peu pour faire quelques recherches, j'ai vu scalping, swing, copy trading. Qu'est-ce que ça veut dire? Et selon toi, lequel serait le mieux adapté à un jeune ou un néo-trader? Pour un nouveau trader, ce serait bien... Je vais d'abord définir ces différents termes-là. Un swing trader, c'est quelqu'un qui prend des positions sur le long terme sur les marchés financiers. Ça veut dire que tu prends une position qui peut durer des jours et des jours, souvent jusqu'à des mois, des années. Ça veut dire que tu es un trader qui est passif. Tu viens, tu investis, tu oublies le marché. Quand les choses changent, tu décides de revenir pour t'ajuster proprement sur le marché. Un intraday trader, c'est quelqu'un qui trade sur le marché tous les jours. Pas forcément tous les jours, mais tu prends des positions à courte durée. Donc, tu peux être sur une position d'une journée, mais à la fin de la journée, très généralement, tu fermes ta position. Maintenant, un scalper, c'est quelqu'un qui ne dure pas du tout sur le marché. Il peut venir sur le marché, il fait maximum 20 minutes, 30 minutes. Et puis, il ferme sa position. Now, les gens ont différents profils. Je conseillerais à un débutant d'avoir le type swing. C'est ce qui est plus facile. Ça te donne le temps de réfléchir, de voir les niveaux les plus importants du marché et de te positionner en fonction de ça. Mais il y a des gens aussi qui sont très, très agités. Ils ne peuvent pas prendre une position et aller dormir. Ils vont toujours penser à leur position. Si tu sais que tu as ce genre de profil, être un scalper, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour toi-même. Donc là, si à travers tes explications, tu conseilles vraiment le swing. Je conseille le swing. Et en conseillant ça, voilà, c'est une option où tu viens à long terme, en fait. Tu viens vraiment tester, chercher à apprendre, comprendre, maîtriser. Donc, dans ce cas de figure, ça veut dire qu'il faut investir un montant qu'on est prêt à perdre aussi parce que ça peut vaciller. Un swing trader, ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec l'argent que tu mets dans le compte. C'est surtout parce qu'en réalité, c'est comme si, je te donne un exemple tout de suite. Si je prends une position et que je suis un scalper, j'estime connaître la direction du marché dans les 20-30 prochaines minutes. Combien de personnes au monde peuvent faire ça dans un marché comme le Forex? C'est pratiquement impossible, n'est-ce pas? Mais alors que si je prends une position de swing,
je me donne suffisamment de marge d'erreur en me disant, le marché peut aller contre moi malgré mes analyses, mais je sais qu'à long terme, le marché va revenir dans ma direction. D'accord. C'est la seule différence. Donc, ceux qui arrivent à anticiper la direction du marché pendant les 20-30 prochaines minutes sont généralement des scalpers. C'est eux qu'on appelle les scalpers. Mais si tu sais que tu n'as pas cette formation, tu n'es pas suffisamment fort pour faire ce genre d'analyse, je te dis, OK, je prends une position, je me donne suffisamment de marge, je peux rentrer par exemple au niveau prenons l'exemple sur l'or, je peux acheter l'or à 100 000 en me disant que je pense que l'or peut descendre jusqu'à 50 000 avant de repartir. Mais si ça va directement dans ma direction, tant mieux, je fais de l'argent. Si je pense que ça va aller à 200 000 et que j'achète à 100 000, ça va à 200 000, parfait, je fais de l'argent. Maintenant, est-ce que l'or peut redescendre pour venir jusqu'à 50 000 francs avant de repartir? Je me donne cette marge-là. En me donnant cette marge, je regarde la volatilité journalière de l'or. Je me dis que si l'or bouge seulement de 25 000 francs par jour, donc c'est pratiquement impossible pour l'or de venir jusqu'à 50 000, parce que même si ça tombe, ça va venir à 75 000. Et là, je sais que j'ai fait des erreurs. Je peux décider d'accumuler seulement ces pertes-là et quitter le marché plutôt que de rester à long terme. Mais le scalper va te dire, l'or est à 100 000, je viens de l'acheter à 100 000. Lui, il estime que l'or ne peut pas dépasser 98 000 francs. Donc, il ne se donne pas cette marge de perte-là. Donc, il se dit, non, l'or ne va pas dépasser 98 000. Après lui, ses études. Mais combien de personnes dans le monde peuvent faire ce genre d'études sur un actif comme l'or? Tu vois, donc il y a un problème. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Mais comme je l'ai dit encore une fois, si tu sais que tu es quelqu'un qui stresse vite ou bien qui veut voir le résultat tout de suite des marchés, tu vas plutôt avoir le profil scalper. Mais c'est plus intéressant en tant que trader à tes débuts d'être quand même un swing trader. Tu te donnes suffisamment de marge de perte, quoi. C'est ce qui est bien. Mais maintenant, côté budget, voilà, approximativement avec combien on peut débuter un jeune, voilà. Ça, c'est très intéressant comme question. Now, en toute transparence, je dirais que pour quelqu'un qui débute sur le marché, tu peux commencer à partir de 50 000 francs. Quand je dis 50 000, j'ai dit tu peux commencer à partir de 50 000. Mais est-ce que 50 000 va faire de toi un homme riche sur les marchés financiers? Ça, ce n'est pas vrai. Je pense que ça, c'est le faux rêve qu'on vend aux gens, leur faisant croire que tu peux commencer à partir de 0 francs et devenir quelqu'un dans l'industrie. L'autre jour, je voyais un cas similaire où quelqu'un disait aux gens, vous allez déposer $200 dans un compte. Ils vont essayer de le développer de $200 pour l'amener jusqu'à $10 000. Et il dit, pour participer au challenge, tu dois payer $100 pour participer au challenge. J'ai dit, mais c'est sûr à 100% que lui, il va faire les $10 000, mais vous, est-ce que vous allez faire les 10 000? Parce que tu prends 100 personnes qui lui payent $100, ça lui fait $10 000. Lui, il perd quoi? Même si le challenge, ça ne marche pas, il va perdre que $200. Il n'a rien perdu du tout. Mais alors que vous, avec vos petites sommes de $200, vous pensez que vous allez l'amener à $10 000 et il vous donne un challenge je pense que c'était un challenge de 30 ou bien de 90 jours. J'ai dit, mais c'est insensé. Si quelqu'un pouvait faire développer l'argent à cette cadence, personne n'allait travailler. C'est insensé. Non. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est facile de se faire financer par des institutions. Si tu es vraiment compétent, tu vas faire des tests et tu te fais financer. C'est la raison pour laquelle je dis même ici au Mali, si tu vois un trader qui essaie de se développer, qui essaie de chercher des fonds en bas de quand même 200-300 millions, il faut faire attention. Parce qu'il peut se faire financer aujourd'hui sans responsabilité et faire de l'argent sur les marchés. Même s'il perd ses capitaux, ce n'est pas très il sera pas, on va pas le taxer pour ça. Alors que si tu prends l'argent d'un particulier qui te donne 100 millions, chaque fois tu dois t'appeler au téléphone pour te dire comment se porte mon argent. Mais tu te poses la question, est-ce que si je suis vraiment compétent, je vais vouloir aller chercher une institution qui va me permettre de trader tranquillement, sans problème, sans que je n'ai des conséquences? Ou bien je vais aller prendre l'argent d'un particulier qui va m'appeler tous les jours, sachant que je mets sa vie en danger. Il y a un problème. Non, le fait qu'on peut se faire financer facilement aujourd'hui, donc au lieu d'être là en train de trader peut-être un petit compte de $100, tu peux te faire financer à $100 000. Même si tu fais des bénéfices seulement de 1% par mois, 1% de $100 000, ça fait quand même $1 000. $1 ici au Mali, ça fait 500 000, 600 000 francs. 600 000 francs, tu es pratiquement comme un salarié qui gagne très bien sa vie. Et si tu gérais 200 000, 300 000, 400 000, si tu gérais $500 000, ça te fait $5 000 par mois. Donc, si tu es vraiment rentable, 1% sur les marchés financiers est beaucoup, beaucoup d'argent pour un trader qui est rentable. Matter of fact, la façon dont on regarde la performance des traders sur le marché, on regarde le S&P 500, l'index des marchés boursiers américains. Tu dois être capable de faire plus que ce que le S&P 500 donne par an. Si le S&P 500 donne, par exemple, 10% annuellement, si toi tu fais 12%, tu as fait un alpha de 2%. Et cette différence-là, c'est ce qui prouve que tu es un trader qui est rentable, qui peut battre les marchés sur le long terme. Donc, c'est comme ça que tu traques
ta performance. Ok. Mais pourquoi donner ton argent à un trader qui va te faire 5-6% alors que tu peux mettre ça sur les marchés financiers pour prendre 10%, tu n'as fait aucun effort. Non. Tu vois, donc nous, on se fait payer pour prendre des décisions et on prend les bonnes décisions. On gère très bien les capitaux et si tu sais comment gérer les capitaux, tu vas te faire financer. Au début, tu peux utiliser un petit capital pour te construire le temps d'apprendre, de cramer ce compte, acheter un autre compte, t'améliorer et essayer de mieux maîtriser ta psychologie sur les marchés financiers. Ok. Et une fois que tu commences à faire des résultats consistants, les 2%, les 3% par mois, tu peux décider d'aller faire des concours, te faire financer et maintenant gérer des vrais capitaux. Ok. Alors, tout à l'heure, en parlant, tu parlais de quelqu'un qui a lancé un challenge qui me renvoie un peu aux arnaques. Ok. Donc, comment éviter les arnaques? Parce qu'on parle de finance. Et aujourd'hui, je pense que l'inquiétude de tous ceux qui ne maîtrisent pas ce domaine-là pensent déjà que c'est de l'arnaque, en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le trading, c'est de l'arnaque. Maintenant, comment l'éviter? Comment savoir déjà qu'on est dans une position et comment l'éviter? D'abord, avant de répondre à cette question, je vais te donner une histoire qui est assez intéressante. Ok. Non, est-ce qu'on peut toujours éviter les arnaques? Ma réponse est non. Ok. Des fois, tu vas te faire arnaquer. Ok. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais ça va arriver. Ça va te servir de leçon. Ok. Mais je vais te donner l'exemple de ce cas-là sur les marchés financiers. Tu as un trader qui décide de créer un newsletter. Ok. Dans le newsletter, il choisit 10 000 personnes. Ok. Sur les 10 000 personnes, il les divise en deux catégories. Il y a une catégorie qui va recevoir une information, l'autre va recevoir l'autre information. Donc, il va dire au premier groupe de vendre et il va demander au deuxième groupe d'acheter. D'accord? Donc, à la fin du mois, il y a forcément une catégorie qui a fait de l'argent, l'autre a perdu de l'argent, n'est-ce pas? Donc, on a 5 000 personnes de l'autre côté qui a gagné de l'argent. Donc, ces 5 000 là, on va les diviser encore en deux. 2500, 2500. On fait exactement le même pari. Et quand on fait le même pari, entre ces 2500 et 2500, il y a un groupe qui va perdre de l'argent et il y a un groupe qui va gagner de l'argent. Okay. Non, à ce stade-là, après 2 mois d'activité, on a un groupe de 2500 personnes qui ont gagné de l'argent pendant 2 mois consécutifs. N'est-ce pas? Eux, ils ne savent pas que celui qui est en train de donner l'information peut se tromper. Parce que eux, ils n'ont reçu que de bonnes informations. Okay. On va diviser encore ces 2500-là en deux. Là, on va avoir 1200 combien? 1250? 2500, 1250. On a 1250 ici, 1250 ici. On donne 2 signaux contraires. L'autre groupe va perdre de l'argent. On est à 3 mois d'activité. Il y a un groupe, on a 1250 personnes qui ont gagné de l'argent pendant 3 mois consécutifs. Et aussi, on va les diviser encore par 2. On va revenir jusqu'à 635 ou 625, je crois. Okay. À 625, on fait exactement la même chose. Il y a un groupe qui perd, il y a un groupe qui gagne. Là, on est parti de 10 000 personnes. On est arrivé à 625 personnes qui ont gagné de l'argent sur les marchés pendant 4 mois consécutifs. Et ils estiment que celui qui est en train de leur donner ces informations est un expert. Parce qu'ils ont gagné de l'argent pendant 4 mois. Okay. Now, si cet expert-là, ce soi-disant expert, décide de vendre un service à ces gens qui ont gagné de l'argent, ils ne vont pas hésiter à prendre ce service-là. Absolument. Ouais. Donc, il faut faire extrêmement attention à regarder quand quelqu'un poste une information, est-ce que la personne est en train de poster l'information en temps réel? Ça, c'est très important. Donc, tu sauras est-ce que la personne a réellement fait de l'argent ou pas. En fonction de ça, tu pourras traquer son truc. Au-delà de ça, tout ce que tu vois là, il ne faut pas le croire. La seule chose qui est vraie, ça, c'est ce qui se passe en temps réel, quelque chose que toi-même, tu peux traquer. Sinon, on peut tout modifier. Même les comptes de trading, on peut les modifier. Moi, je peux te montrer un compte de trading, ils vont mettre $100 000 dedans, dire que c'est de l'argent réel alors que c'est de l'argent fictif, juste pour faire du marketing, attirer les gens, leur faire croire que tu es quelqu'un de créé, alors que c'est faux. Donc, il faut faire extrêmement attention. C'est surtout ça la chose la plus importante. D'accord. Alors, maintenant, pour un débutant, je pense que, comme tu l'as dit, l'élément pour moi le plus déclencheur, en tout cas, tous ceux avec qui je discute me parlent vraiment des émotions. Oui. C'est pas facile de voir son argent partir. Donc maintenant, comment rester discipliné quand on commence à perdre? Parce que ça va arriver, comme tu l'as dit, un bon trader, c'est celui qui perd et gagne en même temps, mais qui s'assure juste de gagner plus qu'il ne perde en fait. Oui. Donc maintenant, comment rester discipliné? Comment gérer les émotions? Je pense que la gestion des émotions vient d'abord avec l'expérience. Okay. Mais au-delà de l'expérience aussi, il y a la personne elle-même. La bonne réponse à cette question a tout à voir avec le capital que la personne gère. Je donne un exemple. Si tu es un travailleur, tu gagnes par exemple 100 000 francs par mois et tu es sur les marchés financiers, tout d'un coup tu as des problèmes, tu dois gérer ces problèmes-là. Toi, tu es sur le marché. Okay. Tu vas avoir une attente du marché. Tu te disant, je suis un trader, il me faut faire par exemple 200 000 francs le mois prochain pour pouvoir gérer certaines tâches.
alors que le marché ne te doit absolument rien du tout. Il te donne ce qu'il veut te donner. Donc toi, si tu n'as pas les ressources financières nécessaires pour pouvoir survivre au-delà du marché, il y a un problème. Ou bien si ce que tu gagnes sur le marché n'est pas suffisant pour entretenir ton niveau de vie, très généralement, tu vas essayer de forcer le marché, essayer de chercher de l'argent que tu ne devrais normalement pas faire. N'est-ce pas? Non, je donne encore un exemple. Pour quelqu'un qui vit au Mali, qui gère par exemple un compte de $100,000, tu lui fais gagner 1% seulement sur le marché, qui lui fait $1,000, à peu près 600,000 francs le mois. Il a un niveau de vie qui ne dépasse pas 300,000, 450,000 francs le mois. Lui, il n'a pas besoin d'être sur le marché tous les jours pour faire de l'argent. Avec un seul trade, il peut faire ses 1%. Donc, il va essayer de développer des mécanismes, des méthodologies sur le marché qui lui permettent de prendre seulement 1 à 2 trades, peut-être 1 à 2 trades seulement le mois. Mais ces stats-là, il faut auditer d'abord le passé, passer énormément de temps sur le marché, comme on le disait avec l'analyse technique, essayer de trouver ton avantage. Tu vas trouver des configurations techniques sur le marché qui se présentent peut-être 1 à 2 fois seulement le mois, mais quand ces configurations viennent, tu sais que tu as 80-90% de chances de faire de l'argent. Et donc toi, en tant que trader, tu n'as pas besoin d'être sur le marché tous les jours, tu attends seulement cette configuration. Le jour où la configuration se présente, tu peux faire de l'argent. Non, pour quelqu'un qui n'a pas un capital qui est important, qui a peut-être seulement $100 dans le compte, 50,000 francs. Lui, il veut transformer ces 50,000 francs en 300,000 francs. Ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas le faire sur le marché. Même si tu le fais une fois, tu ne seras pas consistant dans ce processus-là. Donc, le capital, il est plus important. Et avec mon expérience personnelle, j'ai remarqué que plus le capital devient important, moins tu as de l'appétit pour le risque, plus tu deviens discipliné, parce que tu te dis que tu es à un seul trade de payer ton loyer. Donc, il n'y a aucune raison pour toi de stresser, de forcer le marché, parce que tu sais que si tu as le bon trade, tu peux faire 2-3 mois, tu ne payes pas de loyer, le marché va bien te nourrir. Donc la psychologie a tout à voir avec le capital que tu gères, mais surtout aussi les problèmes personnels que toi-même tu as. Parce que tu ne peux pas forcer le marché à faire plus que ce qu'il ne peut faire. Ok. D'accord. Maintenant, si tout de suite tu devrais recommencer à zéro, on te donne 100,000 francs, qu'est-ce que toi tu vas faire? Si on me donne 100,000 francs aujourd'hui pour reprendre dans l'industrie du trading, d'abord, je pense que 100,000 francs n'est pas suffisant, pour être honnête avec toi. D'accord. Mais si c'est tout ce dont j'ai, j'estime qu'à ce stade-là, j'ai déjà un job que je suis en train de faire. Je vais essayer d'acheter je vais essayer de me former. C'est ça, c'est un prérequis. Je vais donner un exemple de ça de façon très concrète. Parce que les gens ont tendance à croire que l'argent tombe du ciel, alors que c'est faux. Ce n'est pas vrai. Non, je prends Steve. J'ai l'habitude de faire des podcasts avec Steve. Je prends Steve qui est rentré dans le monde du boxing tout de suite, n'est-ce pas? Steve fait de la boxe. Et je prends quelqu'un comme Mike comment il s'appelle le gars là? Mayweather. Je prends Mayweather, right? Quand tu regardes la carrière de Mayweather, tu sais que c'est quelqu'un qui a tendance à faire. Et chaque fois quand il combat quelqu'un, il a tendance à gagner, n'est-ce pas? Et si on te dit demain, on va mettre Mayweather devant un boxeur X que personne ne connaît, on lui dit de combattre Mayweather quand il était à son prime. Je précise, quand il était à son prime, d'accord? Et on te dit, ok, je te donne 100,000 francs, je donne 100,000 francs à Sissi, je te dis, ok, combien de ton argent tu vas miser sur Mayweather quand il était à son prime contre X? Tu allais miser combien? Non. Je te pose la question, tu allais miser combien? Le maximum, hein? Le maximum. Ouais. Donc tu vas mettre tes 100,000. Ouais. Ok, d'accord. Maintenant, je prends Steve. Steve, il commence à faire de la boxe, il n'a pas beaucoup de stats, il se débrouille pas mal quand même. Tu as tes 100,000, c'est tout ce dont tu as comme ressources. Et on te dit, Steve va combattre X, tu ne connais pas les performances de X. Tu vas risquer combien de ton argent sur Steve? Non. En tout cas, le minimum. Le minimum, ça va être combien? Donne-moi juste un chiffre. Peut-être la moitié ou un peu moins que la moitié. Ok, 50,000. Maintenant, on prend exemple sur moi. Je n'ai jamais fait de la boxe. Je vais sur le marché. Tu n'as absolument aucune information sur mes performances. D'accord? Je vais sur le marché. Je dois jouer contre X. Et on te dit, tu as 100,000 francs. Tu vas miser combien sur la mise? Tu vois, tu commences à rire, n'est-ce pas? Tu vas miser combien sur la mise? Non, 0 francs. 0 francs, d'accord? Mais par courtoisie, tu pouvais dire 5 francs. D'accord, c'est pas grave. Mais je comprends. Ok. Maintenant, ce qui se passe, c'est exactement la même chose sur les marchés financiers. Les jeunes se lèvent, ils vont sur le marché. Ils n'ont absolument aucun stat. Et ils veulent prendre de l'argent et aller mettre ça sur le marché sans formation, sans stat. Absolument rien du tout. Et ils estiment qu'ils veulent faire de l'argent sur le marché. C'est impossible. Ils ne pourront pas le faire. Et même s'ils le font, ça serait seulement de la chance. Et après, ça va les rattraper. Comme je le disais au début
la chance du débutant, ça existe. Ouais. Tu vois? Et c'est ça le vrai problème de l'industrie. Donc moi, si je dois débuter à partir de 100 000 francs, je vais plutôt chercher à me former. Ok. Et une fois que j'aurai mes stats, en ce moment, je vais commencer à aller sur le marché petit à petit. Ok. Mais je continue de croire que tant que je n'ai pas de stats qui me permettent de venir sur le marché avec un taux de réussite très élevé, je ne vois aucune raison de mettre mon argent sur le marché. Je ne le ferai jamais. Je ne vais pas aujourd'hui me lever seulement sans compétence, aller mettre 5 francs sur le marché. Mais la bonne chose est qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les comptes de démonstration. Ok. Tu peux les avoir, pratiquer sur le marché, essayer d'avoir ton avantage par rapport au marché. Et Ok. une fois que tu as cet avantage-là, tu peux maintenant mettre de l'argent réel. Donc, entre-temps, trader en démo, me faire former. Une fois que j'aurai des résultats positifs, je peux soit emprunter de l'argent pour venir sur le marché, ou bien je peux commencer avec un petit capital, ensuite essayer de me faire financer par les institutions. D'accord. C'est ce que j'aurais fait, Ok, personnellement. ça marche. Tout à l'heure, en parlant, tu as touché quelque chose qui m'intéresse. Mhm. Déjà, bon, on va essayer d'avertir nos internautes que tu es un de nos intervenants aussi très prochainement à la Transformation Day, le concert éducatif. Okay. Et tu vas nous parler un peu de finances modernes, surtout de trading. Okay. Parce qu'on sait que voilà, ça prend de l'ampleur et il faut effectivement que les jeunes puissent aller dans ce sens-là pour qu'on ait des personnes comme toi qui puissent lever des fonds, pouvoir investir même dans l'entrepreneuriat ici. Donc, tu as parlé de quelque chose qui m'intéresse parce que moi, je le prône, mais je ne trade pas. Okay. Donc, j'ai l'habitude de dire aux gens que dans la gestion des finances, il faut chercher d'abord une première source de revenus qui est normalement le salariat. Ça aide dans notre environnement, c'est plus simple. Ensuite, quand on l'a, il faut épargner un peu. Et lorsqu'on épargne, maintenant, il y a l'épargne de sécurité pour se protéger. Ensuite, il y a l'épargne d'investissement. Et dans l'investissement, maintenant, je disais aux gens que voilà, il y a des investissements risqués et des investissements moins risqués. Par exemple, un DAT en banque est moins risqué, on le sait. Voilà, on gagne peu. Maintenant, mais trader peut être plus risqué, voilà, et le gain aussi peut être très élevé. Qu'est-ce que tu as à dire aux gens? Qu'est-ce que tu promets aux gens par rapport à ce jour-là? Parce ils disent qu'ils veulent vraiment comprendre et savoir comment trader. Je dirais, pour le trading au début, ça doit plus être une source de revenus secondaire avant que ça ne change ta source de revenus primaire. C'est très, très important. Now, si je prends l'exemple sur ma propre vie, Okay. c'est que moi, je n'étais pas dans une position où au moment où je devenais financièrement indépendant de mon père, il me prenait en charge. Okay. C'est quand j'ai eu suffisamment d'argent, épargné pour minimum une année, Okay. et j'ai commencé à gagner de l'argent sur les marchés financiers, que j'ai décidé de me détacher de mon père. Bon, il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur. Et ça ne m'a pas empêché d'étudier. Moi, j'ai mon diplôme. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent non, si je décide de devenir trader, je vais quitter l'école en pensant que s'ils sacrifient les études, c'est une garantie pour eux d'être des traders. Moi, je dis c'est faux, ce n'est pas vrai. Ok. Parce que la perspective que j'avais au début, c'est que je savais à un moment donné que j'allais revenir au Mali. Ça, c'était une certitude. Maintenant, la question est, si je reviens au Mali, comment je vais faire pour gagner ma vie? Qu'est-ce qui pouvait me permettre de gagner un salaire en Amérique et être ici au Mali? Et le trading était la meilleure option pour moi. Okay. C'était vraiment la meilleure option pour moi. J'ai essayé beaucoup de choses, mais c'était vraiment la meilleure option pour moi. Et c'est ce que j'ai choisi. Okay. Et je me disais que ça prendra le temps que ça allait prendre. Je n'étais pas sous pression. Personne ne m'a mis de la pression. Okay. Même si je finissais les études, je pouvais commencer à travailler en Amérique. Tant que l'argent du trading n'allait pas commencer à remplacer mon salaire, je n'allais pas revenir au Mali. Donc, j'ai vraiment pris mon temps. Okay. Et c'est uniquement après ça que j'ai décidé de retourner. Moi, je pense que les gens prennent des décisions irrationnelles en essayant de négliger la vérité. Dans la vie, si tu ne te dis pas la vérité, là, tu vas beaucoup traîner. Il faut apprendre à se dire la vérité. C'est très, très important. Il n'y a aucun problème à être un salarié, mais il faut penser à diversifier d'abord ses sources de revenus. Ça peut être le trading, ça peut être beaucoup d'autres choses. Okay. Mais c'est une bonne chose de toujours continuer à augmenter sur ses compétences. Okay. Le trading n'est pas fait pour tout le monde. Okay? Il y a des gens qui vont vouloir faire le e-commerce. Moi, je suis polyvalent. Je dis que je suis un entrepreneur. Aujourd'hui, en fait, la façon dont moi je réfléchis, c'est quand je vais dire la vérité. Quand je faisais seulement du trading, avant de me marier, là, je n'avais pas de problème. Comme je le disais, tu prends 1, 2 trades là, c'est bon. Ton mois est terminé, je peux faire 4 mois sans travailler, je gagnais bien ma vie, je voyageais, je faisais ce que je voulais. Ouais. Mais quand je me suis marié, j'ai changé de perspective. Ça m'a mis dans un spot où je ne pouvais plus me permettre cette vie-là, en me disant que j'ai une famille qui est devant moi et il faut être sérieux. Ouais. En devenant sérieux, j'ai réalisé en fait qu'il y avait beaucoup d'opportunités qui étaient à côté de moi, qui je ne saisissais pas, mais qui ne sont pas négligeables. Ouais. Je donne un exemple. Je prends l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui vend je vois maintenant des téléphones. Je me dis, en fait, si tu as beaucoup de sources de revenus, même si ces sources de revenus ne sont pas vraiment très importantes,
ça peut boucher certains trous. Beaucoup de trous, exactement. Quelqu'un qui vend, par exemple, 100 téléphones, même si tu fais de façon saisonnière, quoi. Genre, à la sortie du téléphone, tu sais que les gens ont besoin de ça, tu arrives à trouver un moyen de l'acheminer ici à Bamako, tu le vends, tu fais, par exemple, 2 millions de bénéfices, 2 millions de bénéfices en un mois, 2 mois. Tu divises ces 2 millions sur 12. C'est comme si tu as une source de revenus chaque mois qui te fait je pense que c'est plus de 150 000 francs chaque mois. Mais tu as eu à travailler une seule fois. Genre, pendant un mois, tu as pris de l'argent, tu as eu cet argent-là, tu vas déposer à la banque. Chaque mois, tu vas retirer tes 150 000. Ça, c'est une source de revenus. Ok. Tu as d'autres business que tu vas faire. Par exemple, tu peux être dans l'élevage. L'élevage, ça peut te rapporter peut-être 100 000 francs, 150 000 francs le mois. Cet argent aussi, c'est de l'argent que tu vas récupérer. Tu fais des petites prestations de services qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais comme activité. Petit à petit, tu as un business qui vient là, tu te mets dedans, tu fais 2 millions ici, 3 millions ici, 4 millions ici. Sans le savoir, tu as peut-être 4-5 sources de revenus qui te payent minimum 100 000 francs par mois. Et quand tu les retires, ça te fait 500 000 francs le mois. Et ça, c'est quelque chose qui est garanti. Alors que tu es un salarié, tu gagnes seulement de 300 000 francs, 400 000 francs. Ce petit changement-là qui rentre dans ta vie, les gens vont le remarquer. Parce que tu vas commencer à donner, ta femme va aller acheter ça, tu vas commencer à acheter de nouveaux habits, tu vas changer ta moto. Les gens vont remarquer ça dans ta vie. Et ça va commencer à te donner encore beaucoup plus de crédibilité. Et le fait d'être actif dans la vie entrepreneuriale également va te donner énormément de contacts. Et ces contacts sont beaucoup plus importants que l'argent que tu gagnes en réalité. Parce que j'ai remarqué que si tu vends des produits de qualité, des produits qui sont très très chers, tu vas avoir un réseau. Et si tu arrives à te créer une crédibilité, ce réseau-là peut te donner de l'argent pour investir sans que tu n'aies déboursé 5 francs pour la même activité. Donc, il y a énormément d'avantages à entreprendre. Et donc, ceux qui sont salariés, il ne faut pas se contenter seulement de son salarié. Il faut penser à diversifier ses sources de revenus. Donc, le trading peut être une source de revenus pour vous, mais il ne faut pas se limiter seulement au trading. Il faut penser à faire beaucoup de choses. Donc, rendez-vous le 1er novembre pour en apprendre plus et puis, voilà, multiplier vos sources de revenus. Surtout, utiliser le trading comme option. Alors, Ama, je pense qu'on arrive au terme du temps. On arrive au terme du temps même. Voilà, j'ai une question pour toi. Les gens qui aimeraient te contacter, comment rentrer en contact avec toi? Voilà, comment te suivre aussi dans un environnement purement digital aujourd'hui, sur les réseaux? Oui, on a une plateforme. Le nom de notre groupe se trouve sur Telegram. Ça s'appelle le Halal Winning Team. Halal Winning Team. Halal Winning Team. Ok. Et il y a mon numéro personnel aussi, et mon numéro professionnel aussi qui se trouve sur les réseaux. On peut également me contacter sur Facebook à travers mon compte Hamadi Amirou Touré. Hamadi Amirou Touré. Moi, je ne suis pas... Les gens qui m'écrivent là, ils peuvent m'écrire, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas cet influenceur là où on essaie de pirater le compte. Il y a des gens, on essaie de pirater ou pas pirater leur compte. Vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui essaient de se faire passer pour eux et essayer d'escroquer les gens. Moi, je n'ai pas été exposé à ça d'abord. Donc, si tu m'écris, sois sûr que tu es en train de me parler là. Même si je prends du temps à répondre, mais très généralement, je réponds les gens. Ok, ça marche. Alors, maintenant, quel est ton dernier mot pour la communauté, David Expert? Ok, je leur donne rendez-vous à prochaine conférence et j'espère qu'ils vont venir parce qu'il y aura énormément de valeur. Je pense que la meilleure façon pour quelqu'un qui n'a pas grand chose de pouvoir gagner de l'argent, c'est surtout d'écouter les gens qui t'ont précédé sur le chemin. C'est un facteur qui est très important. Tu peux rentrer dans la salle avec pas grand chose, mais au moment où tu quittes, tu as suffisamment d'informations qui vont te permettre de te lancer. Parce qu'aujourd'hui, je suis sûr, je le pense réellement que tu n'as pas besoin d'argent aujourd'hui pour faire de l'argent. Tu as besoin de crédibilité pour faire de l'argent. Je vais te donner un exemple de ça. Tu vois. Quand je regardais l'histoire de deux personnes, deux jeunes qui étaient à l'université, ils avaient le même cercle. 5 personnes, ils avaient le même cercle, les mêmes amis. C'était un nombre de 5 personnes. Donc pendant tout le cursus scolaire, il y a un qui prenait des dettes avec ses amis. Pas parce qu'il avait besoin d'argent, mais parce qu'il voulait créer une crédibilité. Donc chaque 2 mois, il prenait $200 avec ses amis. Il leur donnait un délai d'1 semaine pour rembourser. Et il se rassurait tout le temps à rembourser les $200 là. Donc il est passé de $200 à $400. De $400 est passé à $800. Ça, c'est qu'il est arrivé à $2000. Donc pendant 5 ans, il est en train de prendre des dettes avec ses amis, mais chaque fois, il rembourse ses dettes. Le jour où l'opportunité s'est présentée pour prendre une dette de $20 000, il savait qu'il avait ses amis qui pouvaient lui faire un prêt chacun de $4 000.
Alors que l'autre qui n'a jamais eu cette idée à faire ça, lui, il va demander 4 000 dollars à qui? On ne va pas lui donner. Compliqué. Pas parce qu'il n'est pas un bon ami, mais parce qu'il n'a pas créé cette crédibilité-là où on doit lui accorder autant de sommes. On peut lui dire, ok, je peux te prêter peut-être 200 dollars, 500 dollars maximum, mais je ne vais pas te donner 4 000 dollars parce qu'on n'a jamais fait une transaction où je dois te croire que tu vas me rembourser les 4 000 dollars. Alors que l'autre, tout d'un coup, il a eu cet argent parce qu'il avait ce track record-là, cette crédibilité qui lui permettait de prendre cette dette-là. Et donc ça, c'est une forme d'argent que les gens négligent, alors que c'est très, 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 très important. Je pense que ça, c'est le genre d'information qui, je viens de le dire tout de suite, beaucoup de personnes vont se dire, ah ouais, c'est vrai, je n'avais jamais pensé à ça. Mais il y aura beaucoup, beaucoup d'informations qui peuvent aider vraiment quelqu'un à se construire et à essayer de se faire un chemin dans le monde de l'entrepreneuriat et essayer de structurer également sa vie financière. Merci beaucoup, Hama. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour Avis d'Expert aujourd'hui. Merci à notre invité pour son regard lucide et inspirant. Mais surtout, merci à vous qui prenez le temps d'écouter, de réfléchir et de comprendre. Ne doublons jamais la véritable richesse d'un peuple n'est pas en fait ce qu'il possède, mais plutôt ce qu'il sait et qu'il arrive à transmettre de génération en génération. Alors, apprenons, partageons, discutons, doutons même, mais avançons ensemble. Éclairés par ceux qui savent et motivés par ceux qui cherchent réellement. Parce que le savoir n'est pas un luxe, mais une lumière. Merci et à très prochainement.